Alors moi, je n'étais pas encore mariée quand, à la suite d'un examen de routine, d'analyse de routine, j'ai appris que mon futur mari avait un cancer et qu'il faudrait vivre tout au long de notre vie avec ça, que cette maladie pouvait avoir une évolution très lente, ce qui a été le cas puisque ça fait 18 ans que cela dure. On ne peut pas faire de projet. Voilà. Il faut qu'on vive, j'ose même pas dire au jour le jour, il faut qu'on vive heure par heure. Moi, je ne peux pas m'empêcher parfois de me dire c'est très bien, j'accompagne mon mari, je suis ce qu'on appelle une aidante, mais moi, quand je serai toute seule et face à la maladie ou à la vieillesse, qui va m'accompagner ? L'univers de l'hôpital est un univers quand même très dur. Il se caractérise par, pour moi, des notions de bruit sont très importantes. C'est un univers extrêmement bruyant et dérangeant. Bruyant par l'activité propre, les bruits de couloir, les bruits des voisins de chambre qui ont des douleurs, des pathologies et certains qui sont dans le cri souvent, donc c'est souvent très dur à supporter. Et dès que la porte de la chambre se ferme, c'est un univers de silence, un horrible silence qui s'installe. On se retrouve seul à affronter et à voir les heures passer qui deviennent très longues dans ce monde-là. Si je devais un jour, pour une raison non médicale, uniquement pour mettre à l'abri de devoir rentrer dans un hôpital, je dois dire que je ferais tout pour éviter ça. J'aimerais bien de temps en temps pouvoir respirer, avoir du répit. Le problème, c'est que je ne sais pas comment profiter d'un répit. Aujourd'hui, je ne sais pas vers quoi me tourner pour avoir du répit ou avoir un peu de repos. Oui, je crois que je suis non pas fatiguée, je suis épuisée, moralement épuisée. J'essaie de ne pas considérer mon mari comme un malade. J'essaie de mener autour de lui une vie, on va dire, je dirais, presque normale. D'abord parce qu'il en va de sa survie, mais il en va aussi de la mienne. Sinon, on baisserait les bras et puis on serait désespéré. Donc, je m'appelle Sonia, j'ai 29 ans, je suis mariée avec Abdel qui a 35 ans depuis presque 6 ans. On est les parents donc, de Jessim qui a 4 ans et demi. Donc, Jessim est un petit garçon qui souffre d'une encéphalopathie, maladie du cerveau, donc avec épilepsie sévère. Les origines de la maladie ne sont pas connues, il n'est pas diagnostiqué. La maladie s'est déclarée très rapidement à la naissance de Jessim. Et donc, depuis 4 ans et demi, Jessim évolue avec cette maladie neurologique qui entraîne un polyhandicap très sévère. Et nous sommes, depuis 2 mois et demi, les heureux parents d'un petit Noam. Mes craintes pendant cette grossesse étaient de perdre mon bébé ou d'accoucher plus tôt que prévu. Avec tous les efforts physiques que me demande la maladie de Jessim, et puis aussi tous les coups de stress avec les convulsions, les petits arrêts respiratoires qui me faisaient pendant la grossesse, ça voilà, c'était pour moi des coups de speed et j'avais vraiment peur pour mon bébé. Et puis on s'est dit la vie continue, voilà, malgré un pronostic vital pour Jessim qui était dégueulasse quoi, hein, on savait même pas si Jessim allait pouvoir passer l'année 2012. J'avais son petit frère ou sa petite sœur qui grandissait en moi et pour lui et pour moi c'était une source d'espoir et ça nous tirait vers le haut, ça nous a tiré vers le haut toute la famille quoi. Pour l'accouchement, jusqu'à presque un mois avant d'accoucher,
Honnêtement, avec mon mari, on n'avait pas de solution. La neuropédiatre nous a proposé d'hospitaliser Jessim dans le service de neuropédiatrie où il est suivi depuis tout petit pour les quelques jours de mon accouchement. On prenait des risques en l'hospitalisant parce qu'effectivement on savait très bien que Jessim, le rythme de sommeil allait pas être respecté. Pas parce qu'il ne le voulait pas, parce que voilà, on est dans une structure hospitalière où on a des protocoles à respecter. Et nous, moi ça m'angoissait. Je n'ai pas beaucoup de répit à l'heure actuelle. Et j'aurais besoin d'un peu de répit. Lorsque la maladie de Balthazar a été découverte, en fait, on a décidé de se consacrer avec mon épouse essentiellement à Balthazar. Donc, elle ne travaillait plus. Moi, j'ai quasiment levé le pied sur la totalité de mes objectifs de travail pour être encore plus présent. Il faut comprendre qu'une personne comme Balthazar, entièrement dépendante, demande des soins constants, 24 heures sur 24, jour et nuit. Donc, nécessairement, il fallait être disponible et pas être distrait par d'autres activités, notamment les activités professionnelles. S'occuper de quelqu'un dont on sait que le combat est certainement perdu d'avance, puisqu'on sait qu'il va d'une façon claire vers la mort, c'est psychologiquement exténuant. Alors physiquement, ça l'est quand en plus cette personne est entièrement dépendante. C'est-à-dire que Balthazar ne parlait pas, ne voyait pas, ne bougeait pas. Il était absolument incapable de s'exprimer, de se nourrir. Donc ça veut dire qu'on était en permanence sur lui. C'est certainement très difficile. Alors on l'oublie dans l'instant. On l'oublie dans l'instant parce qu'on est dédié à cette cause. On le réalise quand on s'arrête et on s'aperçoit qu'on y a laissé beaucoup d'énergie et beaucoup de plumes. Je crois que quand on parle du coût social pour les aidants, il faut le mettre en perspective de la difficulté de la personne qui souffre. Néanmoins, c'est vrai qu'on est tellement obsédé par la douleur de la personne qui s'en va qu'on oublie que son environnement se dégrade considérablement sur le plan psychologique. Donc on peut penser à des dépressions, on peut penser à des moments où physiquement le corps craque. On a eu des expériences similaires dans le couple, où il y a eu des moments de doute, des moments de remise en question, des moments où il a fallu se faire aider. Tout ceci, à mon avis, aurait pu être évité par simplement des pauses ou des reprises de respiration qu'on n'a pas eu à ce moment-là. On était lancé dans une espèce de marathon, mais à la vitesse d'un sprint. Je pense que la responsabilité de la famille, la responsabilité des aidants, c'est bien de comprendre qu'il y a la joie de la naissance et il y a la peine de la mort, et que ce sont deux phénomènes dans lesquels il faut être unis. Donc, c'est pas un sacrifice que d'aider une personne en terminale, c'est au contraire une certaine forme de joie de pouvoir l'accompagner. Par contre, la contrainte de la maladie bouffe littéralement l'espace de vie de l'aidant, et lui donner des possibilités de répit, de pause, de repos, améliorerait la qualité de cet accompagnement. Donc, je ne dis pas il faut laisser les gens à l'hôpital ou ouvrir des centres spécialisés ou des mouroirs. Je dis au contraire, il faut accueillir les gens qui décèdent ou qui sont en train de décéder dans les maisons, mais il faut donner la possibilité aux aidants de vivre ces moments de façon plus intense. Parce que finalement, tellement fatigué, tellement résolu, on ne vit pas réellement les derniers instants de la personne qu'on accompagne. On le constate.